Bienvenue à tous, c'est Esprit Sport et c'est comme chaque lundi toute l'actu des sports à Grenoble et tout autour avec le Dauphiné libéré. On le voit pas bien, ça y est. Avec une plume qui s'est envolée vers le cyber-univers du média quotidien régional. Éric Clerc en chair et en os. Et là... Bonsoir Éric, ça va? Bonsoir Lucille, très bien, merci. C'est le sage, l'expérience... qui ne s'enflamme pas. Alors pour le contrer, notre camarade jeune et fougueux Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va très bien. Tu commences à te calmer un peu quand même aussi maintenant, hein, un peu plus réaliste. J'apprends d'Éric. Ah oui, c'est sûr. Restez vous-même, messieurs. On a plein de choses à se dire ici en plateau, avec une équipe qui espère bien que le hockey que 2009 soit l'année du hockey. Sauf que eux, ils ne jouent pas sur la glace, mais dans un gymnase avec des patins en ligne. Ce sont les Yetis qui vont jouer leur phase finale à la maison. Les Yetis sont ici. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Avec Hugo Rebuffet, entraîneur désormais de cette équipe, on va s'y habituer. Et Jérémy, le capitaine, Jérémy Lapréza, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous êtes en forme? Plutôt. Ouais. En forme. On a eu un bon week-end sur les routes à Anglette, mais on est en forme. Et oui, c'est sûr, c'est Anglette que vous recevez. On va vous laisser vous détimider ici pendant quelques minutes. Il s'est passé plein de choses le week-end dernier, on y va tout de suite. Direction le barrage pour le FCG. En s'inclinant 11-29 dans leur finale face à Agen, les Grenoblois voient leur adversaire s'envoler avec 10 points d'avance au classement. Les Rouges et Bleus ont maintenant 3 semaines pour préparer le match le plus important de leur saison. Je suis un peu en colère, mais surtout je me questionne. Je n'arrive pas à savoir pourquoi aujourd'hui on est passé à côté. On a joué de très grosses équipes cette année ici. Je pense à Toulouse, je pense à Montferrand, où on a fait on était capable de sortir Montpellier, on était capable de sortir de très gros matchs de rugby. Pourquoi? Je ne sais pas si on aura la réponse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas nous arriver 2 fois de suite, parce que le 2 juin, ça nous sera fatal et on peut pas se permettre ça. 36e journée de Ligue 2 pour le GF et un déplacement à Charléty. Dans un match fermé face au Paris FC de Mecha Bazdarevic, les joueurs de Philippe Inchberger concèdent un pénalty en fin de rencontre. Défaite 1-0, le GF 38 reste 9e. La victoire 3-0 du GVUC cumulée à la défaite 3-2 de Royan assure aux Grenoblois le maintien en élite. Même en cas de défaite la semaine prochaine face à Cambrai, les joueurs de Christophe Menot retrouveront une année de plus la 3e division nationale à Malherbe. Un revers 21-0 pour les Centaures à Thonon. Les Black Panthers n'ont laissé aucune chance aux footballeurs américains grenoblois. Pour espérer décrocher leur billet pour les playoffs, les joueurs de David Gould devront remporter leurs 2 prochains matchs. Et un exploit venu tout droit de l'Empire du Milieu. L'Isérois Benoît Laval remporte le marathon de la Grande Muraille de Chine en 4h28 et 45 secondes. Les amateurs isérois de course à pied le connaissent sûrement sous la casquette d'organisateur de la Chartreuse Terminorum. Pour la 4e année consécutive, le Vercors célèbre ses champions. La saison d'hiver terminée, les athlètes vertacomicoriens ont enfilé leurs chaussures de danse devant plus de 600 personnes pour montrer leurs autres talents. Et ça, il fallait oser. On va en parler d'ailleurs dans cette semaine dans l'Esprit Montagne avec Chloé Chevalier qui va descendre du Vercors, la fondeuse biathlète. Alors, d'abord, de beaux maintiens. Le Grenoble volé, Mathias, c'est fait. Oui, ça y est, c'est officiel. On a eu un petit doute pendant un moment puisque Royan a récupéré un point défensif à Épinal en s'inclinant 3-2. Oui. Mais avec des petits calculs scientifiques, on s'est rendu compte que le GVUC ne pouvait que se maintenir dans cette division d'élite puisque le GVUC a plus de victoires et en confrontation directe a aussi battu Royan de manière plus importante. Donc c'est fait. C'est fait. On peut célébrer. En élite, c'est la 3e division en France. Mais très bien. Comme ça, ils vont pouvoir partir plus sereinement sur une nouvelle saison. Et puis un absent dans ce zapping, c'est le GSMH. Donc nos handballeurs qui ont tremblé beaucoup en cette fin de saison. Ils ont joué le match du maintien à la Halle Pablo Neruda vendredi devant Mathias. On revit le match avec lui. Ce sont des Canets déjà relégués que devaient croquer les Grenoblois martinérois pour avoir une chance de survie au 2e échelon national du handball. Les Vikings normands, bien décidés à terminer sur une bonne note leur saison ratée, ont tout de même obligé les Rouges et Blancs à s'atteler en défense.
On a joué un peu avec tout, hein. Comme je disais, le cœur, le courage, les tripes. C'était la fin de saison, il fallait essayer d'envoyer pour le dernier match. Inspirés offensivement, les joueurs d'Aziz Benkala prennent quelques longueurs sur leurs adversaires dans le dernier quart d'heure. Une avance confortable leur permettant de gérer la fin de match. Mais voilà, bien que filant vers un 7e succès cette saison, les locataires de la Halle Pablo Neruda restent suspendus au résultat de Saint-Marcel-Vernon, Nice et Strasbourg, condamnés à espérer un faux pas de leurs concurrents. Nice et Saint-Marcel-Vernon en position de s'imposer à 5 minutes du buzzer final. Les haut-parleurs annoncent la nouvelle. Strasbourg s'incline d'1 point face à Nancy. Joie mesurée, la bande Assami Benjabala gère sérieusement la fin de partie avec une victoire 31-25 avant d'exulter. Je crois que ce qui nous sauve cette année, c'est vraiment le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage, je crois, depuis le début. Depuis le début, malgré on est rentré avec peu d'expérience, avec beaucoup de choses où on était un petit peu en difficulté, mais voilà, le cœur, il a toujours été là, on n'a jamais lâché, et voilà, jusqu'aux dernières minutes. Des derniers instants d'une saison riche en enseignements, cruciaux même, au regard d'un prochain exercice qui arrive. La saison prochaine est déjà dans les têtes, évidemment, on la prépare depuis déjà plusieurs semaines. Cependant, on était suspendu à cette incertitude de savoir à quel niveau on allait évoluer. Aujourd'hui, on sait que voilà, on sera en Pro League l'an prochain, ça sera plus facile pour nous maintenant de se projeter et d'avancer sur les derniers chantiers qui ont déjà été bien amorcés. L'an prochain, Pablo Neruda retrouvera les soirées animées de Pro League et de la crème du handball français auquel il faudra continuer d'associer le GSMH. Et ouais, sacrée ambiance, hein, décidément, à la Halle Pablo Neruda. Ça, c'est fait. Oui, ça y est, c'est fait. Il y avait une belle ambiance, surtout qu'on s'est fait peur, puisque Saint-Marcel-Vernon s'est quand même imposé face à Célestat 26-25. Mais ce n'est pas le résultat le plus surprenant de cette soirée-là, puisque Cherbourg s'est aussi incliné à domicile face à Nice. On n'attendait plus que le résultat de Strasbourg, qui s'est du coup incliné de 2 buts face à Nancy. Et c'est quand même le GSMH qui est devant, puisque en confrontation directe, le GSMH s'était incliné de 1 but à Strasbourg, mais s'était imposé de 3 buts à Grenoble. Donc les petits calculs ont fait que ça y est. Les petits calculs ont fait que le GSMH sera en Pro League l'année prochaine. Ah, ben super, on va suivre ça aussi l'année prochaine avec eux. Un chiffre tout de suite, qui fait débat? Alors 42, ce sont nos voisins de la Loire et pas seulement. Non, Lucille, c'est 42, c'est le pourcentage de victoire du FCG cette saison à domicile. À domicile. Donc voilà, c'est très peu, c'est trop peu. Voilà, et quand bien même le FCG venait à gagner contre Lyon lors de la dernière journée de top 14, ils seront encore en dessous des 50%. Donc ça démontre vraiment que cette équipe n'était pas invitée cette année dans le championnat de top 14. Elle a eu beaucoup de difficultés, mais ça c'est le bilan comptable, parce que finalement il y a eu tellement de matchs où c'est passé très près. Il y a eu des super matchs contre Clermont, contre... oui, mais à ce niveau-là, il ne suffit pas de bien jouer, il faut gagner. Et trop souvent, les Grenoblois empêchés par imprécision, par maladresse, pour justement décrocher ces points qui sont précieux forcément maintenant au moment du décompte final. Alors, grosse déception, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'ascenseur à la lyonnaise pendant des années, avant que le Loup en soit à son niveau. Ici, aujourd'hui, ça a été le cas pendant de nombreuses saisons. L'ascenseur vers la D2. Ça y est, hein, les Grenoblois sont en barrage. Alors, pas complètement numériquement, mais autant dire que c'est mort, hein, Mathias. Oui, c'est mort. Il faudrait l'emporter avec le bonus offensif à Pau et en recevant Lyon, tout en espérant qu'Agen ou Pau ne récolte aucun point. Bon, heureusement, Eric, le barrage se jouera à l'extérieur, donc 42%, ce ne sera pas à domicile. Stat, elle va rester pour elle la va saison, rester un petit peu là. Après, contre qui, on ne le sait pas encore, hein, puisque la Pro D2 va vivre la fin de saison qu'a connue le FCG l'année dernière. Alors, potentiellement... On se un peu, Oyonnax, Mont-de-Marsan... C'est compliqué, il y a Brive quand même qui a beaucoup... Brive. À ma gauche. Brive a quand même pas mal survolé la saison de Pro D2. Je les vois mal s'incliner en finale. Il faut un peu penser à Perpignan la saison dernière. Oyonnax peut-être. Oyonnax serait peut-être le mieux pour le FCG puisque... c'est la revanche. Exactement. Déjà, ce serait une belle histoire, ce serait une revanche. Et c'est surtout une équipe qui s'est inclinée 2 fois à domicile. Alors même si sur un match comme ça, il n'y a plus de division et toutes les cartes sont remises sur la table. Ouais.
Alors, la première leçon, Lucille, c'est que le top 14 a encore monté d'un niveau cette année, puisque les deux promus, que ce soit Perpignan et Grenoble, sont déjà à la fois relégués et barragistes. Absolument. Donc, Brive, Oyonnax. Bayonne. Très bien. Bayonne. Allez. Mais par contre, le déplacement. Là, moi, je pense aussi. Je ne veux pas Brive, qui a survolé la saison, ne pas être promu directement. Ça, c'est sûr. Alors, le FCG avait obtenu son ticket pour le top 14 grâce à l'Access Match. On s'en souvient tous. C'était 6 jours après la défaite en finale à Toulouse face à Perpignan. Alors, il va falloir tenir compte de tout ça. Et écoutez bien Stéphane Glas, l'entraîneur, qui réfléchit justement à ce fameux match de barrage après une finale perdue. J'espère juste qu'ils savent ce qui les attend ce jour-là. Ça sera très compliqué dans l'engagement, dans le combat, dans l'ambiance qu'il va y avoir. Il va y avoir du bruit contre nous sur chaque décision d'arbitre. Pour nous, il y aura du bruit contre nous sur chaque période faible, moment faible qu'on va avoir. On va être proche de la ligne. Il y aura du bruit pour l'équipe en face. Il va falloir batailler. On va pas être nombreux. Hein. On va être le staff, les joueurs. Il y aura quelques centaines de Grenoblois dans les tribunes, quel que soit l'endroit où ça va être. Donc voilà, j'espère juste que les joueurs ils comprennent que ce jour-là, c'est aussi mentalement qu'il va falloir aller chercher le match. Évidemment, il y a le rugby, hein, il y a ce qu'on va proposer, mais ça sera mentalement où il va aller chercher celui-là. Et bon, j'espère qu'on sera prêt ce jour-là. Voilà, c'est donc le 2 juin contre Bayonne, disent les Yetis, ici à ma droite. Allez, on verra bien tout ça. Les brûleurs de loups que vous connaissez bien, ils sont en vacances, mais pas tous. On prend tout de suite de leurs nouvelles. Car ils sont 5 au charbon pour les mondiaux. La sélection est tombée officiellement, la sélection définitive pour les mondiaux du 10 au 26 mai. Et les Bleus sont riches en brûleurs, Eric. Oui, 5 Grenoblois au sein de l'effectif français cette année, donc qui sera engagé au mondial en Slovaquie du 10 au 26 mai. Donc une grosse tâche pour l'équipe de France. Alors on a qui ? Alors Antonin Manavian, Teddy Dacosta, Guillaume Leclerc, Sacha Trail, bien évidemment, et Damien Fleury, qui a été honoré donc, récemment au titre de sportif du mois de mars, du Dauphiné libéré et du Cercle 1892. Et puis, sans oublier Jordan Perret, l'ancien Grenoblois, formé à Villard-de-Lans. Absolument, avec tous ces garçons donc, qui se sont distingués avec une belle coupe Magnus en fin de saison. Ça aide, forcément, parfois un sélectionneur à confirmer ces garçons pour un groupe qui devrait être compétitif, celui-là. Oui, très compétitif, bien évidemment, mais bon, c'est encore dans un niveau qui est quand même très élevé, dans une compétition où elle a toujours du mal à exister. Donc on espère que cette année, l'équipe de France pourra tirer son épingle du jeu. Ça, on l'espère aussi, et on rêve toujours encore d'une qualification pour les JO. Vous aussi, d'ailleurs. Nous, le roller hockey, oui, non, mais ça, c'est sûr. On va attendre encore un petit peu. Ça, on en reparlera dans 10 ans peut-être. Damien Fleury, donc sacré joueur du mois de mars. Voilà les petites images que nous ont fait parvenir donc le Dauphiné libéré. Damien Fleury, capitaine donc de cette équipe de France. Alors, il vient de Caen, il est canet, Damien Fleury, mais il est champion de France avec les Brûleurs de Loups en 2009 et donc en 2019. Voilà. Je me demande, il faudrait que je regarde est-ce qu'un capitaine qui n'était pas grenoblois ou qui n'était pas joueur aux Brûleurs de Loups, a été capitaine de l'équipe de France dernièrement chez les Bleus. On sait que Laurent Meunier a été très longtemps capitaine de l'équipe de France, Benoît Bachelet avant lui. Amar, il me semble aussi. Baptiste Amar, bien sûr. Ah ouais, en fait, il y a une tradition vraiment grenobloise. C'est ça, savoir-faire. On va enquêter là-dessus, mais c'est sûr que qui n'est pas grenoblois n'est pas capitaine de l'équipe de France. Voilà, c'est comme ça. Et puis, du côté des transferts, on est un peu tristoun, Mathias. Oui, ça y est, le club a annoncé le départ de Mathias Arnaud, qui était quand même un joueur assez important cette saison au BDL. C'était le chanteur, déjà, au mégaphone. Le bouffon, comme disait Jeff Dufour sur ce plateau. Et voilà, et qui était très drôle aussi en sortant du bus. Voilà, Mathias Arnaud, qui aura marqué aussi de son empreinte comique aussi, mais c'est un grand joueur. Absolument. Allez, tout de suite, à vous, on voit que vous trépignez tout de suite nos invités, c'est les Yetis.
Alors, ce sont des roller hockeyeurs qui sont en plein préparatif de leur série de play-off à domicile après un déplacement à Anglet, cette fois-ci match retour au CSU, donc sur le campus. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Alors le premier match, oui, c'est bien passé. On a gagné 6-1 à Anglet. Voilà, Anglet qui a bataillé toute la saison pour se maintenir et passer dans les play-offs. Ouais. Donc on savait qu'il faut une grosse fin de saison, que ça serait pas facile. Et puis le fait de se maintenir pour eux, entre guillemets, leur saison est réussie. Donc on savait qu'ils allaient jouer un peu décomplexés et se lâcher. Ça n'a pas été facile, mais on a bien maîtrisé le match et on a ramené un point en gagnant 6-1 là-bas. Maintenant, à nous de terminer la série ce week-end. Voilà, c'est samedi et seulement samedi. Hein. Ou alors samedi et dimanche, voilà, Hugo. Ça dépend. Il faut gagner 2 matchs sur les 3. Donc on espère qu'on va finir la série directement samedi soir pour pas avoir un match d'appui le lendemain, le dimanche, pour faire la décision. Et Jérémy, vous vous sentez comment du coup? Cette équipe, comment elle avance on peut dire qu'on se sent bien quand on a commencé la série de telle manière, parce que je pense qu'on fait un très bon match à Anglet. On a joué comme il faut qu'on joue sur chaque match de play-off. On s'est vraiment mis en mode play-off et il faut continuer comme ça, réenchaîner les performances comme on a fait à Anglet. Alors, ouais, Eric? J'ai une question sur votre nom déjà, tout d'abord, parce qu'à l'instar du hockey sur glace ou du football américain, tous les clubs du championnat ont un nom. Alors vous auriez pu vous appeler les marmottes, les bouquetins, les libellules, je ne sais pas. Mais pourquoi les Yetis finalement? Parce que ça n'a pas une connotation des Alpes. Ça existe les marmottes, les cannibales marmottes, mais c'est en roller derby, rappelle-toi. Il y a les libellules aussi de Strasbourg, il y a aussi beaucoup de choses. Il n'y a pas une connotation des Alpes, mais quand même un petit peu un rapport avec la montagne et la neige. Et alors, de mémoire, parce que j'étais là au tout début, mais assez jeune, il y avait une histoire aussi avec un magasin, La Mode des Montagnes à l'époque, qui avait un Yetis comme logo, quelque chose comme ça. Genre, je ne sais pas précisément, il faudrait demander à notre ancien président qui connaît ça plus en détail. Gilbert Noturno. Oui, Gilbert Noturno. Figure du sport grenoblois. Donc voilà, mais il y avait un rapport entre ce magasin et puis voilà, le fait quand même les Yetis, ça avait un rapport avec la neige et les montagnes. Donc pour Grenoble, il y avait quand même un petit lien. Et ça vous va très bien. On les voit ici sur vos équipements. On peut rappeler la formule de ces playoffs? Comment ça se déroule en fait? C'est quart, demi et finale. Et à chaque tour, il faut gagner 2 matchs sur 3. Donc c'est comme un peu, on disait, le basket ou le hockey sur glace, où là, il fallait gagner 3 ou 4 matchs sur les 7. Là, c'est 2 matchs sur 3. Alors, le problème, c'est Rethel. Rethel, qui domine vraiment la discipline, qui règne en maître sur le roller hockey. Sauf quand vous gagnez la Coupe de France. Mais n'empêche. Donc comme quoi, c'est possible, mais n'empêche. On a vu qu'ils se sont fait battre là sur la finale de la Coupe de France, donc ils ne sont pas invincibles non plus. Et sur les 2 matchs de championnat qu'on fait contre eux, on perd, je crois, sur les 2 matchs de 2 buts. Donc vraiment, on est assez proche dans le contenu. Après, voilà, c'est Rethel avec leur armada d'étrangers, donc on verra. Bon, on n'en est pas encore là, on va se concentrer déjà. On va prendre match après match, on ne va pas faire l'erreur de l'année dernière. Mais on sait ce qui vous attend, vous, quand même, à peu près, si tout va bien. Après, on a eu l'exemple hockey sur glace, justement, notre collègue des Brûleurs de Loup, qui, Rouen est un peu le Rethel du hockey sur glace. Et ils ont prouvé que ce n'était pas impossible d'y arriver. Donc voilà. Mais comme dit Jérémy, en tant qu'entraîneur, déjà, on va se qualifier après gagner notre quart de finale. Après, on aura une demi-finale. Si on est qualifié, voilà, on va faire étape par étape avant de se projeter sur Rethel. Vous faisiez le parallèle avec la Ligue Magnus. Est-ce que tout le monde attend cette finale, Rethel-Grenoble? Est-ce que c'est la logique? Est-ce que c'est la finale attendue, tellement attendue qu'elle est inévitable? Rethel est attendu en finale, c'est sûr. Après, nous, si on se qualifie, il devrait y avoir normalement une demi-finale très, très engagée et très serrée contre Villeneuve. Et là, vraiment, c'est du 50-50 où on est, je pense, les 3 belles équipes du championnat, les 3 équipes qui se tiennent, avec Rethel qui est peut-être un cran au-dessus. Mais sur le papier, après notre demi-finale, si c'est contre Villeneuve, ça va être très, très, très serré. Oui, là en Ligue Magnus, il y avait comme 2 équipes vraiment détachées. Nous, on était quand même 3 équipes avec Villeneuve. Ça a été la bataille toute la fin de saison pour être 2e. Donc on a réussi, nous, à être 2e. Mais ouais, Villeneuve est une équipe très, très compétitive. Donc si on arrive à se passer ce quart de finale, on aura sûrement une demi-finale très très compliquée contre Villeneuve. Vous aurez l'avantage de recevoir au match retour. C'est ça, ouais. En étant 2e, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on aurait, s'il y a besoin d'avoir un match d'appui, au moins il sera chez nous, donc on aurait 2 matchs à domicile. Alors on vient de parler des Brûleurs de Loup aussi, du hockey sur glace. Est-ce que 2019 est l'année des hockeyeurs grenoblois? Est-ce que ça vous a vraiment motivé cette saison déjà assez géniale des Brûleurs de Loup et puis ce titre?
On les a suivis, oui, on les a tous suivis. De toute façon, on a suivi les résultats. Les playoffs, c'est toujours plus prenant, mais bon. Nous, de toute façon, on est une équipe qui vit très très bien ensemble. On a une très très belle cohésion cette année. Et c'est vrai que voir un groupe comme les Brûleurs de Loup, avec les petits reportages qu'on a pu voir aussi avant les playoffs et tout ça, la vie de groupe et tout ça, bah, ça montre l'exemple et ça donne envie de vivre ce qu'ils ont vécu. Alors, moi, pendant la saison, on est bien occupé aussi. On a quelquefois du mal à les suivre. Et sur les playoffs, on a pu bien suivre Vous allez les voir leur parcours. Donc voilà. Puis en plus, moi, j'ai des copains dans l'équipe, donc c'est forcément un peu inspirant. Ouais. Ça peut créer une émulation justement pour le public aussi. C'est des sports quand même qui se ressemblent. Alors ouais, pour le public, je sais pas, mais après, oui, qui se ressemble. Mais après, comme c'est un sport vraiment professionnel, nous, on est comme un sport amateur. On boxe pas dans la même catégorie aujourd'hui, mais après, oui, c'est inspirant. Comme je dis, ils ont fini 2e et en faisant une bonne saison, et nous aussi. Donc, qui a commencé par la glace ici? Il y en a certains qui ont commencé par le hockey sur glace. Ah, un seul. Et Jérémy, toi aussi. Moi, j'ai joué un petit peu, j'ai pas commencé. Oui, parce que c'est vraiment deux disciplines qui sont très proches ici à Grenoble. Est-ce que souvent, c'est un peu le parcours normal? On commence par la glace et puis on va évoluer avec les Yetis ou l'inverse? Pour les anciens joueurs, enfin, comme moi. Ouais. Considéré Ça comme nous un ancien rajeunit, joueur. merci, nous aussi. Mais maintenant, il y a une belle formation en roller hockey, donc on retrouve de plus en plus de joueurs qui sont issus juste du roller hockey. Ça vous a motivé justement de passer de l'un à l'autre? Vous n'avez pas pu percer sur la glace, c'est ça? Alors moi, je suis passé très jeune, à 12 ans. C'était vraiment par plaisir. Il s'est monté un club de quartier à côté de chez moi, et c'est vrai que par plaisir, avec les copains, on s'est mis au roller. Du roller par défaut? Peut-être pour certains, je sais pas, mais non, je pense pas. C'est vraiment deux sports différents, et après, bon, on retrouve des choses qu'on retrouve. Il y a des choses qu'on retrouve au hockey sur glace, d'autres au roller. C'est vrai que Grenoble est un club assez pionnier quand même, dans le début des années 90. Au départ, c'était le street hockey à côté de l'anneau de vitesse, où on voyait notamment les Bonnard, aussi Stéphane Tartari aussi, le frère de Christophe. Stéphane Arcangeloni, tout ça. Stéphane Arcangeloni, bien sûr, entre autres. Et on a eu aussi des capitaines des Brûleurs de Loup. On a Yves Crétenant qui était capitaine des Brûleurs au début de Jérémy, d'ailleurs. Voilà, c'est celui-là. Voilà, Villard-Bonneau. Et il y avait aussi César, Joffre. On a vraiment des joueurs qui ont été emblématiques à un moment donné des Brûleurs de Loup, qui ont évolué aussi vers le roller hockey. Mais c'est pas forcément la règle. Là, c'est ce qu'on voit dans l'effectif. Aujourd'hui, honnêtement, avant, c'était 80%, 90% des anciens joueurs de hockey sur glace. Aujourd'hui, on est plutôt à 60% issus du roller hockey. Aujourd'hui, le sport devient de plus en plus différent quand même dans le système de jeu, dans le style de jeu. C'est ce que je dis souvent, dans la tactique, maintenant, on est plus proche du basketball ou du handball que du hockey sur glace, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes règles avec le hors-jeu, la ligne bleue. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des différences tactiques assez importantes. Après, on a toujours des joueurs qui arrivent en faisant les deux régulièrement, à performer dans les deux. Mais le joueur qui arrive du hockey sur glace, avant, il dominait assez facilement. Maintenant, c'est compliqué pour lui. Même les appuis sur les patins sont différents. Donc. Alors ça, on va en reparler. On vous garde, messieurs, pour vous garder dans le bonus de Esprit Sport, donc dans le temps additionnel que vous pouvez voir sur Internet, sur telegrenoble.net à la suite de cette émission, et également vendredi ici sur notre antenne. Mais d'abord, l'agenda, vite, en quelques mots, Mathias. Il paraît qu'il est super, cet agenda. On le regarde. Allez, un agenda qui commence dès mercredi avec la course de la Résistance. C'est une historique ici à Grenoble avec du trail, de la course à pied, du cyclotourisme. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Vendredi 10, le dernier match à domicile du GF 38. Ce sera face à Auxerre. Il y a une petite revanche à prendre à l'aller. Auxerre avait gagné 4-0. Vendredi aussi, le PVBC qui jouera sa finale du défi Coupe de France. Ce sera face à Orthez. La dernière fois qu'elles ont été sacrées dans cette compétition, le PVBC, c'était en 2015. Et puis, tout le week-end, le Vercors Multisport Festival qui revient aussi. Donc, du VTT, du trail, du parapente, de l'initiation au biathlon. Il y aura vraiment pour tout le monde aussi. Et puis également une étape du championnat de France première et troisième division de kayak polo. Allez-y, vraiment, c'est très original et c'est hyper sympa. Et puis, allez aussi voir les Yetis au CSU, donc à la piscine universitaire, dans le gymnase de la piscine universitaire. Samedi, peut-être dimanche, mais surtout samedi, on va faire du bruit. C'est à quelle heure ? 19h30. Allez, c'est parti pour vos phases finales. On espère évidemment vous voir en finale. Merci, messieurs, et vous, à très vite. Merci. Les prolongations d'Esprit Sport, toujours avec
le Dauphiné libéré et Eric Clerc, Mathias Arrest et les Grenoble et les Yetis qui donc vont recevoir Anglet ce samedi au CSU, donc à la piscine universitaire à 19h30. Alors si vous n'y comprenez rien, c'est pas normal parce que c'est quand même assez facile à comprendre finalement le roller hockey. Franchement, oui, là, il y en a très très peu de règles. Nous, il n'y a pas de hors-jeu. La seule règle, c'est les prisons. Où un joueur qui fait une faute part 2 minutes en prison, comme au handball, comme au hockey sur glace. Hockey, bah oui. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, le jeu est assez libre. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de règles fait qu'il y a peu d'arrêts de jeu. Donc c'est assez fluide comme jeu. Bagarre autorisée? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment... Non, pour le coup, on est... l'aspect physique et... Ouais, peu. Sur le niveau physique, on n'a pas le droit de mettre des charges, nous. Donc ça change quand même pas mal de choses. Pour moi, dans le duel, on est un peu comme le football anglais. Voilà, ça joue viril, mais on n'a pas le droit non plus de mettre une charge directe au joueur pour l'arrêter. Ouais. On est loin du hockey sur glace où vraiment il y a des contacts. Complètement, oui. Ce qui fait qu'on arrive avec des joueurs différents, notamment les joueurs de petite taille s'expriment beaucoup mieux. Je prends aussi quelquefois l'exemple du rugby où je trouve qu'on a plus des joueurs de type ailier parce qu'ils sont très vifs et très rapides. Et comme on ne peut pas les bloquer physiquement en leur mettant une charge, ils arrivent beaucoup mieux à s'exprimer au roller hockey. Et quand on passe de l'un à l'autre, pardon, comme toi Jérémy, on y retrouve en fait Alors moi, je suis passé très jeune, mais... Ah ouais, mais 12 ans quand même, finalement. On n'avait pas encore les charges autorisées, mais les sensations, le patinage est complètement différent. Donc c'est une adaptation. Après, le freinage aussi est différent. Mais après, c'est sûr que quand on passe au roller un peu plus tard et quand on a commencé à s'habituer à mettre des charges au hockey sur glace, je pense que c'est une adaptation aussi à faire. Et au début, je pense qu'il y a pas mal de mauvais réflexes. Et ça aide, non? En fait, finalement, le roller hockey pour l'été, peut-être pour les garçons sur la glace? C'est comme ça qu'on a été créé comme à la base. C'est dans les années 90, il y a eu les premiers patins en ligne et donc les hockeyeurs sur glace qui avaient une saison morte se sont mis à jouer Oui, c'est ça. Se sont mis à jouer en extérieur, notamment en Californie au tout début. Et c'est comme ça qu'on est né. Après aujourd'hui, c'est vrai qu'on se structure comme de plus en plus avec un sport à plein temps. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on a une approche où on a 2 sports en parallèle. Il y a des pays où le hockey sur glace est très fort, comme les États-Unis, même la République tchèque ou des pays comme ça. C'est plus un complément, en effet, pour l'été. Et eux, ils ont vraiment ils ont une notion de continuer à pratiquer. Et on voit même en NHL, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par le roller parce que le fait qu'il n'y ait pas de charge aussi oblige à être un peu meilleur techniquement. Et donc, c'est intéressant dans le développement. Ouais. Et alors, avec le hockey sur gazon aussi, il y a des liens, des passerelles ou... Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, parce que là, ce sera plus le rink hockey, parce que la crosse est complètement différente. Donc, ça fait que techniquement, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis c'est une balle, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Mais vraiment, c'est la crosse qui fait que la position de la technique est très très différente, donc il n'y a pas de lien. Les jeunes Grenoblois ont beaucoup d'offres sur le bassin, l'agglomération, en termes de pratiques sportives. Comment vous vendriez votre sport pour les attirer? Avec des titres déjà. Un sport dynamique, un sport plaisant, un esprit fantastique. Non, c'est un sport. On a répété encore ce week-end. On est une deuxième famille. C'est vraiment. On se fait plaisir, quoi. On est là, on se fait plaisir. On se prend pas la tête et on est amateur. On joue. On sacrifie beaucoup de temps pour ça, mais c'est parce qu'on aime beaucoup ça. Donc vraiment. C'est frustrant d'avoir d'aussi bons résultats dans une ville où c'est difficile aussi d'exister contre le foot, le rugby, le hockey. Avec l'âge, on prend du recul. Au départ, c'est un peu frustrant de voir que, au final, on n'a pas beaucoup de fenêtres, on n'arrive pas à se montrer, à se mettre en valeur à côté d'autres sports. Mais bon, avec le recul, maintenant, on prend ce qu'il y a à prendre, les petits articles dans le Dauphiné, les émissions à Télé Grenoble, et on en a de plus en plus, donc il faut continuer, et continuer à avoir des résultats aussi, parce que ça va avec. Et après, c'est important, mais le principal, c'est qu'on se fasse plaisir, et avec le plaisir, les résultats, tout va avec. Comme dit Jérémy, quand même, ça progresse de plus en plus. Le fait d'avoir des résultats, je pense, a aidé, mais voilà, on est invité à Télé Grenoble. Dans le Dauphiné, on passe quasiment toutes les semaines. Voilà, on sent que petit à petit, ça progresse, donc on travaille pour ça. On passe vos résultats aussi dans le zapping. Oui, ça fait, voilà, on ne vous le dit pas toujours, mais c'est vrai que vous passez aussi. Oui, pardon, Mathias. Alors justement, vous avez des résultats. Tout à l'heure, on parlait Anglet, Caen. C'est quand même une ligue assez importante. Quel modèle économique, finalement, on peut avoir dans un sport de très haut niveau et finalement encore amateur?
Voilà, c'est ça, c'est un sport de très haut niveau, amateur, donc tous les joueurs travaillent. On a un joueur américain qui vient pour l'expérience, qu'on loge, mais on n'a pas de joueur professionnel aujourd'hui, on n'a pas de contrat de travail. Donc il n'y a que Rotel qui arrive, donc le fameux Rotel, dans sa région, qui arrive à avoir des joueurs étrangers sous contrat officiel. Donc voilà, mais donc tout le monde travaille et voilà, c'est un équilibre à trouver. C'est sûr que notre capitaine, par exemple, il a des enfants, un travail à côté, donc voilà, on jongle un peu. Et ce qui fait aussi que ça permet aussi de s'épanouir dans sa vie, tout en gardant une pratique de haut niveau. Et je pense que c'est intéressant aussi. En termes d'entraînement, tout ça, réussir à conjuguer les deux. C'est pas facile pour l'entraîneur que je suis, quelquefois. J'aimerais qu'il soit plus disponible. Mais non, franchement, on a des joueurs qui sont très très investis et qui font quand même beaucoup de sacrifices. Voilà, que ce soit avec le travail, avec tous les week-ends on est sur la route ou en match. Voilà, ils savent ce que c'est. Après, comme l'a dit Jérémy, c'est pour nous, pour avoir des résultats. Donc ils font ces sacrifices. Et voilà, je suis très content d'eux. Et voilà, on trouve l'équilibre. Et aujourd'hui, on a le modèle économique, c'est clair, c'est net, on est amateur. C'est vrai qu'avec tout le respect qu'on a pour Rethel, il n'y a pas beaucoup de rugby, ou il y a peut-être aussi du foot, mais c'est vrai que le hockey, le basket, le volley, c'est bien et c'est tant mieux. Grenoble est une super ville sportive. Voilà, le water-polo qui va bientôt monter peut-être. Voilà, ça vit bien. Des autres sports, et puis c'est pour ça qu'on a suivi les Boureurs de Loup, mais l'année dernière on a suivi le CG qui montait. Voilà, les Centaures. C'est agréable aussi. Il ne faut pas en oublier. Ouais. Le fait de jouer sur le campus, c'est un bien, c'est un frein pour le développement. Pour moi, c'est une bonne chose. Non, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une belle salle. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la plus belle salle en France pour recevoir les matchs. La seule chose qu'on pourrait améliorer aujourd'hui, c'est la salle d'entraînement, pour avoir une meilleure salle d'entraînement. Parce qu'on joue sur un terrain plus grand que où on s'entraîne. Donc, des fois, c'est un petit point négatif. Mais sinon, dans le CSU, c'est très bien. Il y a tout pour venir. On a un restaurant pour accueillir les spectateurs, puis qu'ils puissent boire un verre ou se restaurer. Donc, on est très content au CSU. Ouais. Oui, c'est sûr. Et puis vous avez bien su rebondir après l'incendie du gymnase de la Piste il y a quelques années. On parlait du développement du club tout à l'heure. Ça avait été un sacré coup dur, un coup d'arrêt pour vous. Le club a failli fermer à ce moment-là. Et comme on dit, c'est souvent soit on tombe, soit on finit plus fort. Et Gilbert et puis toute l'équipe à l'époque a su se retrousser les manches et on est sorti en trouvant des meilleures solutions. Et voilà, le club a continué à grandir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu peur que le club ferme. Ouais. J'ai une petite... Il crie fort, Hugo, ou pas, quand il entraîne? Allez-y, mouillez-vous, de toute façon. Non? Il y a entraînement ce soir après, quand même. Ah, pardon, c'est pour ça. Bon, tant pis, ils sont disciplinés, comme quoi, donc oui, ça fonctionne. Non, je m'interroge un peu parce qu'on va essayer de te faire garder un petit peu de voix. C'est la deuxième année que tu entraînes. Et ouais, après avoir été gardien emblématique. C'est ça, j'ai été gardien donc, en 95 la première fois chez les petits au Yetis. Donc ouais, j'ai fait tout mon hockey sauf 2 ans où je suis parti à l'INSEP pour une raison professionnelle. Et puis voilà, donc comme j'ai toujours aimé être entraîneur, j'ai d'abord entraîné les gardiens et j'ai eu la bonne idée de former un jeune gardien très très fort qui a pris ma place. Donc et voilà, mais bon, j'étais très fier qu'il prenne ma place parce que c'est une transmission et voilà, comme on a eu une bonne relation depuis tout jeune, c'est agréable. Et donc, une passion pour les Yetis viscérale alors de ton côté. Oui, c'est le club, comme ils disent les Canadiens, souvent j'ai le club tatoué sur le cœur. Oui, c'est vrai que je suis là depuis toujours avec Gilbert Noturno et son fils aussi. Donc, oui, il y a des liens très très forts. Ouais. On peut saluer votre président parce qu'on salue Gilbert aussi depuis le début. Oui, qui n'est plus le président aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Donc, je dis, on peut saluer Thibaut Nier qui a pris la suite depuis 1 an maintenant. Ouais. Qui a pris un beau challenge. Qui n'a pas pu être avec nous ici ce soir. Mathias? Je pensais que tu avais une petite question, parce qu'on parle aussi des Yetis. Tout à l'heure, vous parliez du club de Villarbonneau, les Dauphins, c'est ça, avec qui vous êtes copains, donc aussi, puisque voilà, certains y ont peut-être joué ici. Oui, voilà. Bon, très très bien. Très rapidement. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de championnat de France N2 ce week-end, donc on les félicite. On ira les voir, eux aussi, c'est sûr. Entraîneur, un tout petit mot, juste pour saluer ceux qui sont ici et qu'il va falloir pousser un petit peu samedi soir, donc vos joueurs. Faut que je les présente, c'est ça? Oui, très rapidement. Donc Lambert Hamon, assistant capitaine international. Levez la main. Voilà. Monet Duclos,
qu'on verra peut-être dans un reportage en interview. Donc Simon de Mars, le gardien qui m'a mis en dehors de l'équipe. Ah ouais. Parce qu'il disait, il était tout content tout à l'heure quand tu... Oui. Donc Théo Faucheran, donc lui il vient du club de Vars aussi. Les Frelons. Oui, un club qui forme très bien et qui est 100% roller, qui a jamais mis les patins, je crois, peut-être une fois. Donc on a Elliot Machy, lui qui vient du sud, de Marseille. Maxime Rosin, alors lui un pur produit du club, formé entièrement au Yetis, peut-être un peu à Jarry au tout début. Et puis on a Shane Fox qui est notre joueur américain, donc champion du monde américain, qui nous vient de Philadelphie. D'accord, qui est très sage ce soir. Welcome, hein. Voilà. Merci. Ok. Speak English very well. Allez, ça c'est fait. J'entends en régie qu'il faut que j'arrête de parler anglais et qu'il faut qu'on arrête tout court aussi d'ailleurs. Donc merci encore à vous. Un gros merde, on vous le dit, pour vos phases finales. On espère vous retrouver champion de France. Merci encore à vous, messieurs. Eric et Mathias, on vous retrouve la semaine prochaine.